Oui, donc comme je disais, il a eu de différents niveaux d'attente. Une première étape était liée en effet à cette procédure d'évaluation de la minorité en phase administrative. Donc dans les premiers mois de notre projet, notamment en 2017, ça pouvait durer plusieurs mois, parfois dans certains cas même plus d'un an. Il y a ce qu'on a avoir une décision au niveau administratif, même si la tendance générale c'était plusieurs mois. Et on a progressivement passé à une phase où cette attente se produisait plutôt au niveau judiciaire, c'est-à-dire les jeunes étaient évalués au niveau administratif très rapidement et c'était une phase d'attente une fois ils avaient essuyé un refus au niveau administratif de leur demande de protection en tant que mineurs privés de l'assistance de leurs parents en tant que mineurs en danger, le temps de pouvoir préparer un dossier suffisamment consistant pour saisir le juge des enfants en phase des recours contre cette décision au niveau administratif. Donc ça impliquait parfois l'assistance au niveau associatif pour faire venir des papiers d'état civil, des documents d'état civil, la saisine du juge des enfants, un temps associé d'attente, une audience. Parfois, il avait des preuves complémentaires. C'est pas très fréquent, mais dans certains cas, il a pu avoir des ordonnances judiciaires pour pratiquer des tests médico-sociaux. Donc, il avait toute une série d'éléments liés à la procédure ou à la préparation de la procédure de la part de jeunes qui déterminaient cette période d'attente dans cette deuxième période du projet. Donc voilà, en effet, on a publié un premier rapport de notre recherche, en effet correspondant à la période 2017-2019, qu'on a intitulé «L'attente subie par les mineurs non accompagnés dans le département de la Vienne, raisons et réponses», réponses surtout de la part de jeunes, quel type de réponse ils arrivent à développer et à mettre en œuvre. De nos expériences de terrain depuis un certain nombre d'années, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'aspects positifs liés à ces expériences de migration, mais que les problèmes, les controverses, les conflits, que ce soit de la part de gens qui ont une vision négative, qui sont contre la présence des migrants dans nos sociétés, mais aussi des gens qui sont à côté des migrants, cette situation de conflit et de controverses prend beaucoup de place. Logiquement, on n'ignore pas qu'il existe des problèmes. Ces jeunes, ils sont souvent vécus de situations très difficiles dans leur pays d'origine, pendant leur périple migratoire, et aussi une fois qu'ils sont en France, dans nos sociétés, pour s'en sortir, pour réussir à avoir une stabilité dans leur vie. Donc on n'ignore pas ces problèmes, mais on a décidé, on a eu la volonté en tout cas de donner de la visibilité, de focaliser sur les aspects positifs de cette expérience migratoire. Donc on a décidé de renommer notre projet pour cette deuxième phase et on a décidé de le nommer très simplement Migration positive. Pour donner quelques éléments relatifs à nos axes de recherche, à nos questionnements, donc on travaille sur trois axes principaux. Un premier qui est un petit peu lié précisément aux situations de controverse qu'on évoquait tout à l'heure, donc le fait qu'il y a un volume de cette population de jeunes migrants qui est refusée de la protection de l'enfance et que du coup se trouve dans une situation de précarité, ce qui a donné émergence dans le contexte du département de la Vienne, mais aussi ailleurs, à des initiatives d'hospitalité informelle, citoyen, sous l'encadrement de réseaux associatifs très intéressante. Donc, un premier aspect qu'on voulait explorer, c'est cette expérience mutuelle de l'hospitalité. Donc, déjà, savoir qu'est-ce que ça apportait aux jeunes migrants dans leur parcours de vie et dans leur parcours migratoire, le fait qu'il y a des personnes, des familles qui sont prêtes à les accueillir de façon absolument désintéressée, bénévole, à les soutenir.
Aussi leurs relations éventuellement avec les enseignants dans les établissements scolaires qui les accueillent, aussi avec certains patrons d'entreprises qui peuvent leur embaucher. Donc ça nous intéressait d'avoir la perspective des jeunes par rapport à cette hospitalité qu'ils pouvaient expérimenter. Mais aussi, ça c'est relativement nouveau dans notre approche, on a beaucoup travaillé dans cette partie les mois précédents, précisément à recueillir des témoignages de ces familles, de ces enseignants, de ces patrons, de ces personnes qui côtoient les jeunes migrants, qui se sont lancés dans ces expériences d'hospitalité de façon parfois improvisée, parfois plus réfléchie. Donc on voulait savoir aussi qu'est-ce que ça les apportait, la présence de ces jeunes. Donc voilà, tout cela est en cours parce que le projet est toujours en cours. Toute cette partie va être valorisée dans une série de podcasts radio. Donc le deuxième questionnement, le deuxième axe de notre projet Migration Positive porte sur l'éventuel contraste entre la vie passée de ces jeunes que nous essayons d'éviter d'aborder parce que c'est toujours difficile pour eux parler du passé, et la vie actuelle. Et en quelque sorte aussi la vie rêvée en fonction des interlocuteurs de jeunes qu'on rencontre sur le terrain. Donc on sait de jeunes qui sont déjà dans une situation de stabilité, on aborde vraiment cette question de la vie actuelle, de la vie qu'ils ont pu construire par rapport à leur passé. Et puis, quand c'est des jeunes qui sont toujours dans la construction de cette stabilité, on peut aussi aborder des questions sur quoi ils se projettent pour leur avenir, en quelque sorte la vie rêvée. Donc, il y a ces trois éléments, vie passée, vie actuelle et vie rêvée. Mais c'est un des résultats qui se dégage de façon très claire de ce premier mois de terrain. Il y a une association dans les discours de jeunes des aspects très banals, très anodins de la vie, en tout cas dans notre vision d'occidentaux, qui sont immédiatement associés comme des éléments positifs de leur expérience. Dans leur discours, il peut avoir l'effet d'avoir les clés d'un appartement et pouvoir avoir un chez-soi qu'on ferme à clé pour partir pour la journée. Il peut avoir l'effet d'avoir des amis. Il a l'effet d'avoir une famille qui les accompagne, qui les apporte de l'affection. Il a l'effet d'avoir des projets, des musiques sportifs ou autres dans leur vie. Donc des choses, comme j'ai dit, très banales qui pourraient s'associer à la construction ou reconstruction, ça dépend des cas, d'une vie ordinaire. Et je reprends un terme qui a été analysé par un collègue britannique précisément qui s'appelle Ravi Kohli. Donc, dans nos premiers résultats, on voit cette tendance de beaucoup de jeunes à parler de ces éléments de leur vie actuelle, de leur vie ordinaire, comme des éléments fondamentalement positifs. Et enfin, le troisième axe, c'est un axe un peu plus ciblé, un peu plus spécifique, qui va porter sur les restitutions, l'engagement de certains de ces jeunes, surtout ceux qui sont dans des situations déjà stables, envers leur contexte d'origine, envers leur communauté d'origine. Donc quand j'ai dit que c'est un axe plus ciblé, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas ces plans en tête, mais ça nous paraissait important de valoriser, de donner visibilité à des jeunes qui, une fois qu'ils sont en quelque sorte regagner cette stabilité dans leur vie, reconstruire cette vie ordinaire, ils décident d'apporter quelque chose, une sorte de coopération, une sorte d'aide, une sorte d'implication vers leur communauté d'origine. Donc voilà, on va notamment aborder des projets d'associations que certains jeunes ont créés pour construire des écoles dans leur village d'origine, certains aussi pour sensibiliser et informer d'autres jeunes sur les risques et les avantages de parcours migratoires, etc.
mène aussi depuis quelques années toute une réflexion sur comment créer les conditions adéquates pour produire cette parole des jeunes de la façon moins biaisée, moins violente pour eux possible. Donc, au fur et à mesure de nos enquêtes, on s'est rendu compte que l'approche classique en recherche, avec une approche qualitative, avec cette population, donc quand je parle d'approche classique, ça porte fondamentalement sur l'observation et l'entretien individuel, était peut-être pas complètement adapté dans beaucoup de cas. Et c'est là, d'une certaine façon, conditionné précisément par ces cadres normatifs, par le fait que ces gens sont interrogés par des personnes adultes de façon pas nécessairement bienveillante, et que quand un chercheur arrive sur le terrain, qui commence à leur poser des questions, ils ne vont pas peut-être faire la différence entre qui est cette personne et qui est les autres adultes qui l'ont posé de questions auparavant. Donc les jeunes, ils peuvent établir logiquement des mécanismes de protection et aussi de mécanismes stratégiques et se présenter verbalement de la façon qu'ils considèrent qu'ils doivent le faire. Donc, pour surmonter ces biais discursifs, on a développé au fur des années une approche informelle basée aussi sur la construction progressive des relations de confiance avec les jeunes avec lesquels on travaille. Donc, à côté de cette dynamique de don contre don que j'ai déjà évoquée, mais l'idée, c'est d'impliquer les jeunes dans la production des données et surtout de leur donner une forme de contrôle dans l'expression de ce qu'ils veulent transmettre et aussi sur ce qu'ils ne veulent pas transmettre. Parce qu'on considère au fur et à mesure qu'il y a toujours une partie d'indicible dans les discours de ces jeunes et qu'on doit accepter qu'il y a des choses qui ils ne sont pas prêts pour transmettre, qui peut-être qu'ils ne le seront jamais. Donc, ces numéros de la revue Jeunes et mineurs en mobilité qu'on coordonne dans le cadre de l'Observatoire de la migration des mineurs, qui est un projet du laboratoire MIG-Inter, a été en effet cofinancé dans le cadre du projet CPR Insect et a été le fruit d'un appel à contribution qu'on a lancé en 2019. Sur différents réseaux déjà associatifs, citoyens, notamment en France, mais aussi en Espagne, en Italie, dans d'autres contextes. C'était un appel très libre dans le sens qu'on voulait inviter les jeunes à contribuer sur les sujets qu'ils souhaitent parler. On les laissait totale liberté d'aborder ce qu'ils voulaient. C'est des partages d'expériences sur leur parcours migratoire, sur leurs sentiments. Ça peut être des poèmes, d'éloges à leur maman, à des personnes qu'ils aiment. Donc c'est une très belle contribution de laquelle je suis particulièrement fier et qui est disponible en ligne pour toute personne qui souhaite la lire.